Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le décryptage de l'actualité de la semaine au Cameroun nous donne de retenir comme fait majeur la sortie par communiqué interposé du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. En effet, Joseph Betty Assom indique qu'on a une fois encore détecté de faux diplômes dans les rangs des candidats à l'entrée définitive dans les forces de défense. Il faut rappeler qu'en 2022, il avait déjà annoncé la radiation de près de 929 jeunes des rangs de l'armée camerounaise pour faux diplômes. Comment expliquer ce fait reproductif qui n'honore personne? En deuxième tableau, on peut voir l'élection par acclamation à New York de l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement Philemon Yan, qui est aujourd'hui président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cela s'est passé donc au siège des Nations unies à New York. Et en tant que fait d'actualité, nous allons discuter des retombées possibles de cette haute fonction qui revient au Cameroun, qui revient à l'Afrique. Enfin, nous ne sommes pas exhaustifs. Nous allons parler de la sortie des Lions indomptables à Yaoundé et à Luanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une sortie qui est digne d'intérêt. Notre questionnement nous amène à faire des projections sur les matchs à venir. Nous traversons tous ces sujets avec le concours de Virel, Renaud et Botor. Bonsoir. Bonsoir et merci Séverin de me faire l'amitié de m'inviter sur votre prestigieux plateau. C'est un honneur. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, analyste politique et chercheur en communication sociale. En face de vous, Éric Léonel Loumou, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes conseiller stratégique à la Fondation de l'innovation pour la démocratie ou ça a changé? Non, ça a changé, voilà. Ça a changé. Conseiller stratégique au cabinet Orin Consulting Group et par ailleurs chercheur sur les questions de sécurité intérieure. Je pose la question parce que c'est que vous faites beaucoup de choses à la fois. Évidemment. Merci. Tout à côté de vous, Léonel, il y a Georges Parfait Oundi, un habitué de l'émission. Bonsoir, Georges Parfait. Bonsoir, Séverin. Bonsoir aux téléspectateurs de Scène de Presse. Journaliste, secrétaire de rédaction du tri-hebdomadaire Essingan. Enfin, je termine par Freddy qui est avec nous. Freddy Onara, bonsoir. Bonsoir, Séverin. Bonsoir, mes frères copanélistes. Merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Alors, mercredi dernier, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a rendu public un communiqué dans lequel il indique, et je cite, que dans le cadre du processus de recrutement des jeunes gendarmes et soldats en cours dans les forces de défense, pour le compte de l'exercice budgétaire 2024, les contrôles appropriés d'authentification des diplômes des candidats retenus pour la visite médicale approfondie, c'est des contrôles qui sont préalables et substantiels à la publication des résultats finaux d'admission. Eh bien, ces contrôles ont permis de détecter de nombreux faux diplômes, faux titres ainsi répertoriés. Il y a un faux GCE Advanced Level, 12 faux probatoires, 64 faux GCE Ordinary Level, 491 faux BPC camerounais, 661 faux BPC d'un pays voisin et puis 83 faux CAP. Soit au total 1312 faux diplômes, un chiffre qui est en légère hausse par rapport aux résultats d'une opération déjà menée en 2022 qui avait permis d'écarter 929 individus des rangs de l'armée d'une manière définitive. Les dossiers des faussaires, précise le ministre, des faussaires détectés ont été tous écartés des listes sans préjudice des mesures répressives légales en vigueur. Fin de citation. Alors, la presse locale. Vous allez lire Émergence, Innovation, Le Messager, Le Jour, Mutation, Le Drapeau, Infomatin, etc. Toutes ces publications ont titré sur le sujet. Et c'est important. Une fraude à grande échelle découverte lors du processus de recrutement des jeunes gendarmes et soldats au Cameroun. Quelle lecture vous en faites, vous, comme journaliste? Je commence par Georges Parfait. Merci, Séverin. Il faut dire que, personnellement, je salue cette décision du ministre de la Défense. Et au-delà de cette décision, au-delà de la suspension et du retrait de tous ces candidats à nos forces de défense, c'est la deuxième partie de son communiqué qui m'intéresse, c'est-à-dire que le ministère de la Défense se réserve les poursuites envers ces candidats frauduleux. Et c'est là où le problème devient intéressant parce qu'il faut de véritables enquêtes. Ça devient quand même récurrent si depuis un certain nombre de temps, et surtout que le chiffre va vers la hausse.
On ne peut pas tolérer que dans un pays comme le Cameroun, on sait que les gens sont à la quête du travail, mais que les gens se mettent à ce niveau-là à user du faux pour aller servir dans un corps d'élite tel que l'armée. Parce qu'il faut bien le dire, servir sous les couleurs, c'est un honneur. Et le servir, faire respecter la loi en étant soi-même hors la loi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Donc il est vraiment question d'applaudir déjà ce que le ministre a fait, mais il faut revoir le problème dès la base. Il faut voir d'où part le mal. Parce que on ne peut pas, en 2023 ou 2022, suspendre 929 éléments qui ont usé de faux pour faire partie des forces de défense et que l'année qui suit, on ait encore un chiffre en hausse. Ça veut dire qu'il y a des mesures qui ne sont pas prises. On n'est peut-être pas encore à l'heure des suggestions, mais j'aurais voulu qu'il y ait plus de coercition pour punir cela et pour qu'ils servent d'exemple, pour qu'on n'arrive plus à vivre ce genre de situation, surtout pour ceux qui sont candidats à servir dans notre armée ou dans notre gendarmerie. Par le passé, il faut dire que 8 élèves officiers de l'EMIA, école militaire interarmée, avaient déjà été radiés des rangs pour faux diplômes. Donc il ne faut pas penser que c'est simplement les moins gradés qui sont... Ce qui est encore plus grave. Si même au cadre des officiers, on arrive à assister à ce genre de phénomène, ça veut dire qu'il faut aller chercher le problème à la source. Parce qu'il faut bien voir au niveau des candidats, au niveau de leur entourage et sûrement des complicités même au sein du processus. Georges Parfait Oundié est très catégorique sur le sujet. Il estime qu'il faut sanctionner. Mais je crois qu'après avoir félicité Joseph Betty Assoma, qui est le ministre de la Défense, c'est quelqu'un vraiment qui a une certaine rectitude morale. Et dans l'édification de la République exemplaire que nous voulons, il faut plus d'actes comme celui que Joseph Betty Assoma a posé. Mais je crois que je vais convoquer, moi, ma casquette de chercheur en sciences sociales pour essayer d'étudier. Je vais peut-être convoquer l'approche inductive ou alors l'approche empirico-inductive pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Alors, nous avons 491 faux BEPC, 661 faux BEPC venant d'un pays voisin, donc toujours le BEPC. On peut supposer qu'il s'agit du Tchad ou alors de la Centrafrique. Il n'a pas cité. Bon, on n'a pas cité, mais nous, on peut supposer. Parce que là, nous sommes dans la méthode inductive, qui est une méthode qui part de l'observation pour émettre des hypothèses. On a 83 faux CAP. Donc, sur les 1200 à la réalité, tout ce qui tourne au BEPC, sachant que le CAP, c'est le BEPC technique, nous avons à peu près 1100 qui tournent autour du BEPC. Donc, il y a un problème au niveau du BEPC. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des enfants qui sont en âge de puberté. Donc, de 12 ans à 16-17 ans, généralement, on est en train de faire le BEPC. Et lorsque l'on sait que l'année dernière au Cameroun, c'était 560 000 candidats qu'on a présentés au BEPC pour un taux de réussite, disons, de 31%. Donc, on se retrouve avec plus de 250 voire 300 000 élèves qui ne sont pas admis. Supposons, même si on va à 60% de 500 000, on se retrouve avec chaque année avec plus de 250 000 élèves qui ratent le BEPC. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'un élève a déjà raté le BEPC une première fois, selon les chiffres mondiaux, il a 48% de chances de rater le BEPC la seconde fois. Vous comprenez que chaque année, on a plus de 90 000 élèves qui sont en panne de BEPC. Donc, je crois que le problème est plus profond. Il faudrait qu'on essaye de s'interroger au niveau du ministère des enseignements secondaires. Comment faire pour encadrer cette jeunesse-là, cette jeunesse puberte-là? Vous voyez, ils ont beaucoup d'énergie, ils découvrent leur corps, vous comprenez? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être au niveau du BEPC, parce que c'est le BEPC qui fait problème à ce niveau-ci, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être trouver des mesures? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, par exemple, un rattrapage au niveau du BEPC? Parce que perdre autant de jeunes sans BEPC, vous voyez, ils sont à la ramasse, ils sont obligés d'aller dans un pays voisin, on ne va pas le nommer, ils sont obligés d'aller faire des faux diplômes. Maintenant, qui fait même ces faux diplômes? Donc, il y a beaucoup d'interrogations autour, mais c'est un problème de fond. Je ne pense pas que aller directement à la sanction, même si on veut une république exemplaire, soit la solution. Il faudrait essayer de comprendre d'abord le phénomène de manière profonde avant d'aller maintenant au niveau de la sanction. Freddy, on va dire que c'était un point positif pour le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Pouvoir détecter ces faux diplômes, c'est déjà quelque chose. Il montre par là son engagement à maintenir des standards élevés de vérification pour garantir que seuls les candidats qualifiés authentiques soient admis dans les rangs de l'armée.
vous le dites si bien, Sévérin, il faut, je vais à la suite de mes prédécesseurs pour féliciter le ministre Jobé Sassomo et lui tirer un coup de chapeau et préciser que depuis qu'il est arrivé au ministère de la Défense, il a commencé à saigner déjà ce milieu. Le problème est profond. Comme l'a dit tout à l'heure mon voisin de gauche, il est très profond. Et il faut même aller. Il n'y a pas seulement le ministère de la Défense. Il faut aller dans toutes les administrations pour rendre compte que même le recrutement des concours à la fonction publique, les candidats se présentent avec de faux diplômes. Et je souhaite également que la DGSN, le délégué général de la Sécurité nationale, M. Barangele, qui nous suit certainement, puisse également organiser cette opération d'assainissement dans ce milieu. Je dis pourquoi. Parce que les concours de la police offrent plus de places que dans l'armée, chaque année. Au-delà, il ne faut pas seulement se cantonner, se focaliser sur ceux qui portent la tenue. Il faut aller chercher, comme l'a dit tout à l'heure mon voisin de gauche, au niveau des établissements. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui vous délivrent de faux diplômes, qui n'existent nulle part, mais qui vous délivrent de faux diplômes. La preuve est que lorsqu'un enfant est renvoyé d'un lycée X pour aller dans un autre établissement, on va lui faire un bulletin, un faux bulletin, on crée un collège, on lui fait un faux bulletin de notes et il va s'inscrire dans un lycée de notre collège. Tout ça relève de la corruption. Le ministre de la Défense, que je félicite aussi au passage, a posé un acte héroïque. Je dis que c'est héroïque. Et c'est héroïque dans la mesure où, s'il va plus loin, je pense même qu'il serait en danger d'un point de vue politique. Parce que, comme Georges Parfait dit, oui, il faut mener des enquêtes, oui, il faut creuser. Mais je pense que le ministre est prudent. Il sait que s'il engage des enquêtes, s'il engage des poursuites, ça va aller chercher les réseaux. Ça va aller chercher les personnes qui commanditent cela. Le chiffre a grimpé d'une année à une autre. Ce que ça signifie, c'est quoi? Ça signifie tout simplement que les personnes qui sont en charge d'organiser ces concours rassurent les différents postulants que ça va passer. Ça veut dire qu'il y a un système organisé qui essaye de persister et de subsister aux méthodes qui sont mises en place pour éradiquer cela. Sinon, cela n'allait pas prospérer. Et s'il faut m'attaquer le problème, c'est pas d'attaquer ça. Il ne faut pas l'attaquer à l'entrée des concours, il ne faut pas l'attaquer dans les ministères. On sait où au Cameroun on fait les faux diplômes. Ce sont des cartels qu'il faut démanteler. On sait où ça se passe. On connaît les quartiers, on connaît les centres, on connaît les personnes qui viennent livrer les faux diplômes dans les bureaux, dans les maisons, lorsqu'on veut faire passer les enfants à l'ENAM, à l'EMIA et autres. Donc c'est un problème qui est non seulement social, il est éducatif et il est même sécuritaire. Parce que ces systèmes-là ne font pas seulement des faux papiers pour les concours. Ils font des faux papiers pour des individus qui après peuvent poser problème à la sécurité nationale. Comment vous expliquez le fait qu'il y a quand même des mécanismes de contrôle, de vérification des diplômes qui bénéficient aujourd'hui de tous les avantages des nouvelles technologies, mais les fraudeurs arrivent à passer par les mails? Comment ça se fait? C'est parce que vous dites qu'il y a des cartels? Il y a des cartels parce que lorsqu'on met en place ces systèmes, d'abord, lorsqu'on adopte ces systèmes, il y a des personnes qui luttent contre l'adoption de ces systèmes. Parce que c'est un réseau qui nourrit des personnes, qui alimente d'autres formes d'activités. Bien qu'une fois qu'on traverse les personnes qui luttent contre la mise en place de ce système, il y a des personnes qui se vertuent à créer les dysfonctionnements dans le système. Parce qu'il faut toujours trouver le moyen pour que cela passe. C'est la même chose avec le passeport. On a beau mettre tout ce qu'on veut en place, on va tout trouver un réseau qui va te faire comprendre que tu peux faire ton passeport en accéléré. Pourtant, le système qui est mis en place fait en sorte que, techniquement, un Camerounais n'a plus besoin de monnayer pour faire un passeport en accéléré. C'est la même chose. Le système est poreux, le cartel a infiltré le système et il fait tout pour que ça ne fonctionne pas. Pareil pour nos barrages, pour nos péages sur les routes, pareil pour les systèmes de vérification des diplômes, pareil pour les cartes d'identité et les passeports. Je pense que c'est un problème qui, pour moi, doit être attaqué à la source et on connaît les individus qui le font. Moi, je voulais dire quand même qu'aucun système n'est infaillible, mais il faudrait que l'on soit clair. Au Cameroun, jusqu'à présent, l'un des seuls moyens de réussite sociale, c'est en passant par l'école, le diplôme. C'est quelque chose que l'on doit quand même changer en multipliant les canaux de réussite sociale. Comment le faire? Il y a d'autres domaines dans lesquels l'État doit s'investir davantage pour permettre à la jeunesse, qui n'est pas forcément toujours douée à l'école, parce que ce n'est pas tout le monde qui est brillant à l'école, vraiment. Donc, on doit développer le sport. Vous savez que si on développe le sport sur le plan local, on a au moins 4
dans le cas du football camerounais seulement, on aura au moins 40 000 jeunes qu'on absorbe. Dans le sport en général, c'est au moins 400-500 000 jeunes qu'on absorbe, voire 1 million de jeunes qu'on pourra absorber juste avec le sport. Il y a le cinéma. On peut créer une industrie dans le domaine du cinéma, la mode, même l'entrepreneuriat. En injectant de l'argent dans le tissu productif local, vous comprenez que, et c'est même un slogan de l'administration actuellement, c'est-à-dire que l'administration promeut l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat permettrait donc à des jeunes de se lancer, c'est-à-dire de créer des structures au lieu d'aller fabriquer des faux diplômes. Vous voyez, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on devait, que l'on devrait encadrer, même la musique. On devrait encadrer ces domaines-là pour permettre donc aux jeunes qui n'ont peut-être pas, je veux dire, la chance d'avoir des gros diplômes à l'école ou alors la chance à l'école de pouvoir aller vers ces autres domaines-là et de réussir leur vie. Parce que malheureusement, vous comprenez que pour un jeune qui a raté son BEPC, parce que je reste sur le BEPC vu que c'est le nombre le plus important, un jeune qui a raté son BEPC, qui est parti au Tchad, ça n'a même pas été un succès, vous comprenez que l'issue pour lui, lorsqu'il a un oncle qui lui dit « Moi, je peux te donner le concours de la gendarmerie », l'issue pour lui, c'est d'aller faire un faux diplôme. Alors, sur le site du journal en ligne, journalducameroun.com, on peut lire, et c'est d'ailleurs une opinion bien partagée, on peut lire que le phénomène est à prendre plus au sérieux, ce que le ministre de la Défense a dénoncé, non pas seulement au ministère de la Défense, mais aussi dans les autres ministères et services publics chargés du recrutement des personnels de l'État, ainsi que dans le système de contrôle d'authentification des diplômes. Et tout à l'heure, Lionel évoquait quelque chose qui a semblé passer très vite, c'est-à-dire que le problème viendrait de la corruption qui a pris le corps social en otage. Au-delà de la corruption qui a pris le corps social en otage, c'est comme disait Virel tout à l'heure, c'est une question d'organisation et de prospective. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui est complètement rivé sur la diplômite. C'est-à-dire que pour être quelqu'un dans la société, il faut avoir fait l'école, il faut avoir eu un diplôme. Et un travail salarié. Chez les autres, il y a un système de récupération des gens que nous, on appelle ici en déperdition scolaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas vous en sortir académiquement, il y a quand même des mécanismes pour essayer de vous rattraper. On va vous orienter dans des travaux manuels. Vous pouvez devenir boulanger, on n'exige pas un haut niveau intellectuel pour vous exprimer. Sauf que la musique, le sport et tout le reste là, ça demande quand même un minimum. Et dans le cadre où on est au Cameroun en ce moment, si on peut considérer que le BEPC, c'est un minimum quand même de savoir lire même un contrat qu'on va vous proposer quelque part pour pouvoir vous en sortir et le comprendre. Non, même là, si après vous allez faire... formations, pas forcément des diplômes scolaires. Tu vois, il faut déjà savoir au moins s'écrire son nom. Savoir écrire son nom dans le français que nous utilisons ou l'anglais, c'est déjà un prérequis. Sauf que dans la dynamique où on est actuellement, il y a même des enfants qui arrivent à obtenir ces CEP-là sans savoir écrire leur nom. Franchement, ça je vous le dis, avec les nouveaux principes ou les nouveaux concepts qu'on a mis dans notre système d'intelligence artificielle. Et même pas, ils ont eu un concept là au ministère de l'Éducation de base à un moment où on disait promotion, où tout le monde, personne ne rate, personne n'échoue en fait. On ne redouble pas de classe. Ils avaient un diminutif où c'était j'ai quelque chose, j'oublie, ça ne me revient pas. Avec tout ça, ça fait que les enfants n'arrivent pas au même niveau. Ils peuvent tous avoir le CEP. Mais vous avez un enfant qui atteint la classe de 5e, il ne peut pas vous prendre un livre et vous lire une phrase complète. Mais si je vous suis dans votre raisonnement, les faux diplômes dans l'armée, ça ne poserait pas de problème parce que parmi eux, on peut avoir de bons soldats, de bons gendarmes, sans forcément avoir de bons diplômes. Non, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est parce qu'il faut quand même, il faut des prérequis. Au-delà, moi, je ne mets pas ça de côté qu'il peut avoir un bon soldat qui n'a pas de BPC. Oui, mais il peut avoir un gars qui a l'amour de la patrie, qui a l'amour du drapeau, mais qui n'a pas eu la chance d'avoir son diplôme à l'école. Mais à partir du moment où la société fixe des règles, on le voit ailleurs. Nous voyons chez les sportifs aux États-Unis, tous les grands championnats américains, c'est des universitaires. Il faut avoir fait l'université pour jouer à la NBA. Il faut avoir fait l'université pour jouer à la NFL. Même si après, dans le système, il y a des petits contours où un gars qui est bon au quartier, on ira le prendre, on va le forcer à l'université, on va arranger ses notes, mais au moins, il aura fait l'université, il aura quand même eu quelque chose. Il y a des bons joueurs qui n'ont jamais fait l'université et ils ne peuvent pas jouer à la NBA parce qu'ils n'ont pas fait l'université. C'est à peu près ça. C'est le même système que nous pouvons appliquer ici et avoir des résultats. L'autre problème que ça pose,
pose, c'est vrai qu'on peut avoir des très bons soldats sans diplôme d'ailleurs même. On a souvent eu l'image du soldat qui n'est pas là pour réfléchir, qui est là pour appliquer. Même si avec le temps aujourd'hui, les questions de force, de sécurité sont aussi devenues des questions très intelligentes. Ouais. Mais je dis là, le problème que ça soulève, c'est un problème de probité de justice. Donc c'est un problème de probité. C'est-à-dire que si dès le départ déjà, tu n'as pas pu être honnête vis-à-vis d'un système, vis-à-vis de tes compatriotes, de ceux et celles avec qui tu vas collaborer, alors on peut s'interroger sur l'élément que tu seras sur le terrain. On peut s'interroger sur comment est-ce que tu vas faire ton travail. Si ce n'est pas toi qui vas rançonner les personnes, comme ce commandant qui est parti taxer le monsieur qui a vendu son cacao au village. Donc il y a ces questions-là. Après, il y a la question de justice. Tu arrives d'un système, comme Parfait dit, il y a des règles, il faut respecter des règles. Il y en a qui se forcent à respecter ces règles. Et ces personnes ne sont pas retenues, ne réussissent pas au concours. Pour que 1000 poussières de personnes qui n'ont pas de diplôme sont retenues. Ce n'est pas juste. Mais moi, je dois dire que lorsqu'un individu n'a pas un minimum d'instruction, ça crée en lui des frustrations. Vous allez constater donc que même dans l'armée, ce sont les plus hauts gradés qui sont vraiment les meilleurs. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs éléments, sont les hauts gradés. Ils ont une certaine tenue, ils ont une certaine façon de se comporter. C'est les 100 galons là qui sont extrêmement brutaux. Vous voyez? Parce qu'il y a un problème d'instruction. Même dans l'armée, on a besoin d'avoir des diplômes. Ne me dites pas que quelqu'un qui n'a pas fait d'études du tout sera un excellent soldat. Pour nous, un excellent soldat, c'est quoi? Quelqu'un qui est capable d'abattre les gens sur le champ de guerre. Mais un soldat, c'est quelqu'un qui a une certaine éducation, une certaine formation, une certaine rectitude morale. Lorsqu'il sort donc du champ de guerre, il rentre en société, il s'insère, il est éduqué, il ne tabasse pas les gens dans les bars. Mais attends, soyons sérieux. Ma question, c'est quelles sont donc les conséquences sur l'efficacité et la performance, que ce soit dans l'armée ou dans le service public de manière globale? Ces faux diplômes, ces gens qui n'ont pas la formation, peut-être qui ne remplissent pas les conditions requises. C'est vrai, je voulais indiquer déjà d'emblée que le Cameroun compte des millions de diplômés, mais très peu de compétents. Parce que notre société est essentiellement constituée de fausses personnes. On retrouve le faux dans tout. Pourquoi je le dis? Parce que tout le monde aujourd'hui recherche un bien-être social. Ce qui est normal. Tout à fait. C'est légitime d'ailleurs. Tout le monde recherche un bien-être social. Et la recherche du bien-être social, les gens pensent toujours qu'il faut être dans l'administration, il faut être dans un corps d'élite pour s'assurer une vie paisible. C'est pourquoi on va rendre compte que le jeune homme qui n'a pas pu obtenir un BPC ou un CPE, qui a son oncle qui est commissaire, qui est directeur, qui est colonel, qui est commandant, lui dit que la seule chose que je peux faire pour toi, c'est de te mettre dans l'armée, dans mon unité. Le gars n'a pas obtenu de diplôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il trouve tous les voies et moyens pour pouvoir obtenir un diplôme, sans composer. Allez ici à la poste centrale, faites un tour demain, c'est lundi à la poste centrale. Vous allez trouver ces messieurs qui sont là, ils ont des cachets. Même le cachet de la présidence, ils en ont. Les cachets de tous les ministères, ils en ont. Et vous délivrent des diplômes là en 5 minutes. C'est pour ça que je dis faites un tour. C'est un cartel dont on connaît la structure. Comment pouvez-vous admettre qu'en pleine poste centrale, on établit des cachets de toutes les administrations? On peut dire, non, il peut y avoir des complices avec des éléments véreux. Des éléments véreux, mais on ne peut pas venir dire... On ne peut pas dissocier ces éléments. Attendez, on doit dissocier ces éléments véreux du corps auquel ils appartiennent. Bien sûr qu'on peut dissocier parce que... Bien sûr qu'on peut dissocier. Ils appartiennent d'un corps. Bien sûr qu'on peut dissocier parce qu'effectivement, voilà le ministre de la Défense qui a pris une mesure. Un acte salutaire. Salutaire. Ça veut dire que l'institution n'est pas partie prenante de cela. Pas du tout. Il y a des véreux. Il y a des véreux. Qui, eux, sont certainement entrés par ce système ou alors qui ont trouvé en ce système les moyens d'arranger les fins de mois. Et moi, je pense que peut-être il faut aussi questionner les salaires. Peut-être que la précarité des salaires fait aussi que certaines personnes préfèrent entretenir ces réseaux-là. Ok, je suis gendarme, je suis jeune. Vous pouvez le dire. Tout à l'heure, vous avez dit que je n'ai pas un salaire conséquent. Je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là. Ce n'est pas un problème de salaire. C'est un problème de probité morale. Comment ça, ce n'est pas un problème de salaire? Au Cameroun également, on a un problème de salaire qui sont pas bons. En ce qui concerne nos forces de défense et de sécurité, on ne peut pas parler d'un problème de salaire. S'il y a des gens qui sont encore mieux lotis dans ce système, c'est ceux qui appartiennent à ces corps-là.
mieux lotis par rapport, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent vivre décemment. Non, ils doivent s'arranger à vivre décemment avec ce qu'ils ont. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez un salaire de 200 000 et vous voulez vivre comme quelqu'un qui a un salaire de 500 000, c'est qu'il y a un problème. Non, mais il faut aussi dire que le Cameroun est l'un des pays en Afrique noire francophone qui a les compétences les plus élevées pour les salaires les plus bas. Il faut le dire aussi. Hein. Nous nous adaptons à notre système. On ne va pas refaire l'histoire. Alors, je partage avec vous, à une certaine époque. Je partage avec vous une crainte qui avait été relevée par un cadre du SDF. Je ne vais pas citer son nom. Il posait la question, quand on jette ces jeunes gens dehors, que deviennent-ils? Si tant est qu'ils ont touché aux armes, ils ont appris à manipuler les armes, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces gens-là deviennent des dangers pour la société, pour nous autres, pour l'État? Est-ce que c'est pas... On n'a pas peur de cela? Ça, c'est un questionnement normal qu'il faudrait avoir. Mais ça n'excuse pas le fait que ces gens-là ne méritent pas ces places-là parce qu'ils n'ont pas le minimum qu'on a demandé. Mais après, c'est dans le système... Georges Parfait, je vois derrière cette question, cette crainte-là, le fait que le ministre dise que, bon, on peut avoir des poursuites, est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement, dès que c'est révélé, qu'on passe par l'application de la loi? C'est ce que je vois un peu. C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. Séverin, tu as compris comment mes copanélistes m'ont repris. Ils ont évoqué l'aspect social. Ils ont estimé comme j'étais trop dur. Pour une situation que j'ai vécue personnellement, pour quelqu'un dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, qui a aussi été révoqué de l'armée au niveau des officiers, au niveau de l'EMIA. À un moment, il ne vit plus au Cameroun, mais à un moment, il a été interdit de sortir du pays et de tout. Il était presque contrôlé. D'une certaine façon, parce que justement, lui, c'était à la fin de la formation. Donc, il avait tout appris jusqu'à présent. Je suis sûr que ces promotionnaires aujourd'hui sont même colonels dans cette armée aujourd'hui. Donc, il y a ce système-là, mais on ne peut pas mettre tout un système de sécurité derrière tous ces enfants. Bon, ceux-ci, encore, n'étaient même pas en formation. C'est très coûteux. Tout ce qu'on peut faire, moi, ce que je veux, si on ne peut pas les punir d'une certaine façon avec une loi pénale qui les mettrait en prison, on avait des centres ici comme des Bétamba et autres où on peut les envoyer apprendre autre chose. Vous avez voulu servir votre pays dans l'année. Vous n'avez pas posé les actes qu'il fallait. Maintenant, on va vous apprendre à cultiver la tomate, à faire autre chose que d'être militaire. Vous aurez toujours servi votre pays d'une façon comme d'une autre. Et puis, ça va vous faire du bien, vous devenez des acteurs économiques. Oui. Ça, c'est une solution qu'on peut envisager. Et l'autre solution qui reste toujours sécuritaire, parce que la question qui est posée par le cas du SDF, elle est quand même sérieuse. Mine de rien, elle est quand même sérieuse. Mais je pense qu'une fois qu'ils ont eu ces enfants, ils ont eu le temps d'étudier les profils. C'est-à-dire qu'ils connaissent quand même parmi les mille et poussières qui sont ceux demain qui sont susceptibles de devenir des éléments gênants pour la société. Et ceux-là doivent être fichés et suivis par les renseignements, ou bien suivis par les renseignements des différents corps de sécurité ou de forces dans lesquels ils ont été pendant un certain temps et voir maintenant ce qu'ils deviennent. Et peut-être donc aboutir donc à ce centre correctionnel où on peut les réorienter dans la société. On ne peut pas suivre tous les 1000 parce que c'est un coût. C'est d'un point de vue sécuritaire, budgétaire, ça va demander beaucoup pour suivre toutes ces personnes. Mais je pense que les éléments qui étaient ceux vraiment qui étaient les plus structurés, les plus performants et mentalement peut-être les moins stables aussi, doivent faire l'objet quand même d'un suivi particulier de services de renseignement. Pas encore en formation. Oui. Alors on va peut-être sortir par là. Comment renforcer la transparence et la crédibilité du recrutement militaire, du recrutement tout court au Cameroun, parce que le problème, on a dit, c'est pas seulement dans les rangs de l'armée, ça existe aussi dans d'autres administrations. C'est une pratique courante, mais on ne doit pas l'accepter comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le moment n'est pas venu d'instaurer véritablement la culture de l'intégrité, de la transparence dans les recrutements? Exactement. Je crois que systématiquement, pour tous les concours, on doit au préalable, lorsqu'on dépose des dossiers, vérifier les diplômes. Ensuite, maintenant, dans les concours pour des corps armés, on doit quand même mettre encore l'enquête de moralité. Vous voyez, c'est quand même assez grave que de ne pas avoir des enquêtes. Et si on était à l'université, dans les recrutements à l'université, l'enquête de moralité, ça servirait aussi. J'ai parlé de recrutement partout. Oui, bon, enfin, l'exemple peut être appliqué partout, mais je dis vraiment, il faut vérifier en amont. Pour qu'on ne se retrouve pas à avoir des Camerounais, justement, on peut avoir un danger, avoir des Camerounais qui font la formation militaire jusqu'à un certain niveau, ils savent manipuler les armes et après on leur dit non, vous avez des faux diplômes, ils rentrent dans la vie civile et en maîtrisant cette technique-là, c'est un danger pour nous qui vivons. Frustrés.
et en étant très frustrés, il faut le dire. Donc c'est un danger pour nous qui venons. En amont, on doit vérifier les diplômes et puis faire l'enquête de moralité systématiquement dans toutes les structures avant d'entrer, vous comprenez? Notamment dans des grandes écoles comme l'ENAM, vous voyez? C'est une très grande école. Il faudrait faire l'enquête de moralité. Vous savez qu'on a eu une affaire un peu curieuse avec un jeune sortant de l'ENAM récemment qui a ôté la vie à une de nos collègues journalistes. Donc, il faut faire ces enquêtes systématiquement dans toutes ces écoles, tous les concours au Cameroun, enquête de moralité, vérification des diplômes en amont. Moi, je pense que j'ai la solution à 2 niveaux. Premier niveau déjà, mettre sur pied une cellule de vérification de la conformité des diplômes pour chaque recrutement. Il faut que l'État crée peut-être une direction générale, qu'elle soit autonome, qu'elle soit chargée uniquement de la vérification des diplômes. Ça existe déjà. Mais on la ressent pas. Pourquoi il y a des fuites? Pourquoi il y a des fuites? Parce qu'elle n'est pas autonome, justement. Et parce que, comme l'a dit tout à l'heure à l'entente de l'émission, il y a le problème de corruption qui persiste toujours. S'il y a des faux diplômes, ça veut dire que certainement il y a des personnes qui sont corrompues. Comment est-ce que la cellule fait donc pour ne pas se rendre compte qu'il y a des faux diplômes qui ont pu se retrouver parmi les candidats qui sont retenus pour un concours? Ça veut dire qu'il y a un problème de corruption. La CONAC doit davantage se déployer sur le terrain pour faire son travail. Il faut aller également dans les établissements, dans les recrutements, dans les concours, pour constater justement que beaucoup de Camerounais aujourd'hui, ceux qui postulent pour des emplois, sont des faussaires. Et parce qu'on recrute dans les Camerounais sont des faussaires, vous voyez que ceux qui ont même des diplômes conformes, qui ont la volonté d'intégrer ces unités spéciales, ou alors qui ont voté d'intégrer le corps des fonctionnaires, ils ont présenté le concours, mais ils ne sont pas retenus. Peut-être ils ont des vrais diplômes. On peut résoudre le problème d'une autre façon, c'est vrai, comme ça se passe dans certains pays développés. C'est-à-dire, on a créé un système qui fait qu'à partir de l'école, on fait des repérages. Lorsque vous allez dans l'armée américaine, par exemple, vous trouvez les experts en informatique et en ceci qu'on a recruté à Harvard. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un élément brillant quelque part, on lui dit à la fin de ta formation, est-ce que tu peux offrir tes services à l'armée de ton pays? Ça peut commencer au niveau du CAP et du BPC comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, on voit un enfant qui a été excellent dans la maçonnerie, dans la mécanique. On lui dit, dès que tu as ton diplôme, signe ton engagement ainsi si tu veux servir pour l'armée de ton pays. Ça va faire que c'est juste au niveau des manquements, des manques, du moins de personnel qu'on va lancer un concours. Comme on le voit quand vous regardez les télés françaises de temps en temps, on dit l'armée de l'air recrute, l'armée de ceci recrute, l'armée marine recrute. C'est juste pour combler des gaps parce qu'à partir des écoles et des universités, on repère des éléments brillants qui peuvent servir pour leur pays. Oui, mais ça peut laisser beaucoup de favoritisme aussi. Non, il n'y aura pas de favoritisme parce que quand vous êtes brillant à l'école, ça se sait. Quand vous êtes brillant à l'école, on vous repère et ça se sait. Et c'est à vous maintenant de choisir à votre sortie. Il y a d'autres qui refusent. Il y a d'autres qui après disent que non, moi je ne vais pas aller dans l'armée, je vais servir dans le privé ou je vais servir dans une autre administration. Mais qu'on commence par là à repérer à l'école, on voit un enfant qui est très bon sportif au lycée. Quand il a son BPC, on lui dit dans tes aptitudes sportives là, est-ce que tu peux accepter d'entrer dans l'armée maintenant? Après, on donne même des gages. On dit, bon, on ne va pas te court-circuiter dans ton cursus scolaire. On va te laisser. L'armée va te permettre de continuer l'école, mais étant déjà dans l'armée. Ça commence à faire qu'on diminue. On est sûr que celui qu'on prend a les compétences requises. Et à la fin, on finit par recruter comme ça. Moi, je dis, quand vous voyez le système américain, c'est comme ça qu'on recrute. Les plus brillants sont généralement dans l'armée. On devrait à votre moulin. Le Corps national des pompiers le fait déjà. En encadrant ces jeunes à partir du primaire, et puis ça crée des émulations, ça suscite des vocations pour l'intégration dans les corps de défense. Oui. Et on devrait par exemple limiter l'intervention humaine. C'est-à-dire que je pense que dans certains pays, ce sont des recrutements qui se font... On fasse appel à l'intelligence artificielle. Tout à fait, qui se font à 60% en ligne. C'est-à-dire tu prends ton diplôme, tu le scannes, tu le mets dans un système intelligent qui très vite rejette ou alors fait valider. Je pense qu'il y a des procédures préliminaires qui peuvent se faire en ligne, première chose, parce qu'en réduisant déjà les intermédiaires, l'intervention humaine, on réduit les risques de corruption. Et aussi, moi, je reste dessus, je reste droit sur cette position. Il faut attaquer le problème à la source. Il faut aller démanteler les cartels là où ils se trouvent. Sinon, ça ne changera
Jamais. Il faut même informatiser même le système au niveau de l'office du bac, BEPC, Tout etc. le système On doit avoir un système informatisé. de Pourquoi ce n'est pas production, encore de informatisé à ce postulation, de niveau? vérification dans tout. Parce que là, si c'était C'est même informatisé, informatisé, on c'est rentre... l'interconnexion qui dérange. Ouais. C'est-à-dire que pour que le MINDEF vérifie si le bac est authentique, il faut qu'il se déplace encore Il faut qu'il se pour déplace. arriver à l'office du bac. Alors qu'on devrait Parce que le entrer système- votre nom dans le Oui, système et et puis, vérifier tout à juste fait. le ça dit diplôme. si- Tout à fait. Tout La simplement. voix du Cameroun comptera davantage sur la scène internationale. L'ancien Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Ouyang, a été élu par acclamation président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies en son siège à New York. Sur le plan des principes de la politique étrangère de notre pays, c'est la concrétisation de ce qu'on appelle la diplomatie de présence et de rayonnement international voulue par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. On parle d'une victoire diplomatique éclatante parce que la présence du Cameroun dans l'un des plus grands cercles de décision du monde lui donne aujourd'hui d'être au centre des grandes tractations concernant l'avenir politique, diplomatique, financier des nations. C'est votre avis, on a suivi cette actualité cette semaine aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est une très grande victoire pour le Cameroun. Une victoire pour le président Paul Biya. Parce qu'il faut le dire, sur le plan diplomatique... Vous parlez c'est- comme un militant du RDPC. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sur le plan diplomatique, on a déjà vu le premier fait d'armes du président Biya avec l'affaire Bakassi. Alors là, c'est un exemple encore plus retentissant. Sur le plan symbolique et sur le plan diplomatique, c'est une victoire. Sur le plan symbolique, cette assemblée générale-là, c'est l'une des instances les plus prestigieuses au monde. Vous voyez que le Cameroun ait réussi cet exploit-là. C'est vraiment un coup fort que nous avons marqué. Maintenant, sur le plan diplomatique, vous savez que lorsqu'on préside à cette Assemblée générale, on peut choisir de minimiser un sujet qui ne nous arrange pas, de mettre un peu plus d'emphase sur des sujets qui nous arrangent. Sur le plan diplomatique, ça permet de rassurer nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ça permet de vendre la destination Cameroun. Ça permet de voir la vitalité de l'État du Cameroun, en tout cas sa capacité à se projeter. Vous savez que nous étions avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est finalement retirée pour laisser le Cameroun porter la voix de l'Afrique. Et puis Philémon Ouyang, qui est un diplomate de carrière. C'était le retour de l'ascenseur. Le Cameroun l'a fait plusieurs fois. Hein. Oui, le Cameroun l'a fait plusieurs Pour fois, d'autres mais le moment est très bien choisi, en fait, pour que le Cameroun puisse présider aux destinées finalement du monde. Parce que là, on est sur le toit de l'humanité. Et je dis, c'est une victoire à mettre à l'actif du président Paul Biya. Moi, vous m'excuserez, moi j'ai fait sciences politiques, option sociologie politique. Et je l'ai toujours dit que le président Biya devrait être étudié dans les écoles de sciences politiques et même dans les écoles de diplomatie. Pourquoi? Parce que faire autant de temps au pouvoir, ça s'enseigne. 42 ans, ce n'est pas donné. Vous voyez, il faut être sur le plan politique dans des pays aussi compliqués que le Cameroun. Au Cameroun, c'est même difficile même d'être président d'une association. Vous voyez comment la FECAFOOT a tous les problèmes de la planète. Vous voyez, être président de la République au Cameroun avec des gens aussi, on doit être divers que les Camerounais. Faire 42 ans, c'est pas facile. Donc je dis, c'est une grande victoire pour le Cameroun, une grande victoire pour le président Paul Biya. Georges Parfait, vous partagez cet avis. On parle de victoire diplomatique. Bon, peut-être Bon, c'était pas avec autant d'emphase, je dirais. C'est pour son œuvre, pour l'ensemble de son œuvre diplomatique depuis qu'il est président de la C'est une République du consécration. Cameroun. C'est une consécration. Qu'il connaisse cet état de grâce en ce moment, il faut le féliciter. Il faut féliciter la manière avec laquelle il a géré la diplomatie camerounaise, sans faire beaucoup de bruit, sans vouloir être médiateur de tous les conflits qui existent, sans vouloir. Le Cameroun a brillé par une diplomatie discrète mais efficace. Et qu'à ce moment, à que ses pairs africains lui donnent cet honneur-là, c'est une juste récompense. Et moi, je vais me limiter à ça parce que j'évite le triomphalisme politique quand même. Mais il faut rester à ce que c'est une grande victoire diplomatique pour le Cameroun et pour la personne de notre président. Et il faut dire que, parlant de la diplomatie onusienne, Viréal avait déjà dit, on a commencé par Bakassi, on a vu comment ça s'est passé. Le Cameroun a été membre non permanent du Conseil de sécurité, on a été également membre du Conseil des droits de l'homme qui est à Genève, et même membre du Conseil économique et social. Donc, ça veut dire qu'il y a une constance dans les rapports entre l'ONU et le Cameroun. Alors, Lionel, vous partagez cet enthousiasme qu'on semble relever ici? Un bon point et un enthousiasme pour la curiosité. Je pense que c'est
c'est un succès qui devrait quand même laisser songeur, dans le bon sens du terme, tous les analystes et tous ceux qui s'intéressent à la vie politique et diplomatique du Cameroun. Pourquoi maintenant? Pourquoi Philémon Yang? Pourquoi à ce poste-là? Parce que bien que vous le dites, le Cameroun a toujours été présent dans ces grandes instances, mais le président de la République aussi, on le sait, très rarement, il se met en route pour mettre un compatriote à ce niveau international. Les autres niveaux sont certes très intéressants, mais ça c'est quand même un niveau très important parce que l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le corps le plus représentatif de cette organisation. C'est 193 membres. Exact. Ça veut dire que l'ambassadeur Philémon Yang, aujourd'hui, sera responsable de l'agenda du monde pendant un an. C'est lui qui va orienter avec les 193 membres les décisions, les positions que vont prendre Guterres, le Conseil de sécurité sur pas mal de sujets. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Mais oui, ça reste une victoire parce qu'il ne faut pas négliger le parcours. Je crois que c'est une campagne qui était entamée bien des années avant. Et il a fallu qu'au niveau sous-régional, les pairs endossent la candidature. Il a fallu batailler avec l'Afrique du Sud, qui est un mastodonte diplomatique sur le continent. Et si on a réussi à faire plier l'Afrique du Sud, c'est pas rien. Après, il a fallu que l'Union africaine endosse aussi. Et que maintenant, Philémon Yang, ancien Premier ministre lui-même, aille à campagne, convaincre les différents États membres. Le grand oral. Oui, passer le grand oral qui s'est déroulé fin mai, je crois, où il faut répondre aux attentes de la société civile internationale accréditée aux Nations Unies, des 193 membres. Il faut expliquer sa vision stratégique sur les sujets phares, la sécurité, les droits de l'homme. Je pense que si on est sorti de là, avec Philémon Yang, unique candidat, élu par acclamation, oui, c'est une victoire qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut pouvoir exploiter, parce qu'on arrivera peut-être, mais moi je pense que le Cameroun n'exploite pas suffisamment dans sa communication publique et stratégique ses victoires diplomatiques. On va peut-être revenir vers vous, Freddy. Prenons d'abord le Premier ministre Philémon Yang, qui entre donc officiellement en fonction au mois de septembre prochain. Il a été élu le 8 juin dernier. Et dans son agenda, il va travailler entre autres pour promouvoir l'équité internationale, la participation de tous à l'établissement des règles du jeu sur la scène internationale et l'instauration d'une prospérité partagée. On va le regarder. Enfin, je suis très content d'avoir été élu. Je remercie le chef de l'État qui a fait de moi un candidat. Je remercie le groupe africain et finalement tous les membres des Nations Unies, les États membres qui m'ont élu tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un paradoxe un peu, on passe le temps à longueur de journée à brocarder, à railler ironiquement notre pays, ses institutions, mais au plan international, on a cette reconnaissance qui n'est pas rien, et ça vous l'avez relevé. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, Freddy? Bon, paradoxe parce que nous sommes dans un contexte camerounais. On vous connaît dans la presse, hein, on sait ce que vous dites souvent dans la presse. Contexte camerounais, sauf qu'il faut relever, comme le disait tout à l'heure, mon voisin de gauche, que le président Paul Biya, cette élection de Philémon Yang est un élément majeur de la campagne président Paul Biya 2025. Je peux dire mais lui, il a commencé, c'était 2020. Est-ce qu'il voit déjà la campagne arriver? Je peux vous dire que avec cet moment, le président Paul Biya est quasiment le président élu en 2025. Je ne suis pas militant du DPC, mais je vous le dis avec certitude. Parce que l'élection de Philémon Yang renforce davantage la crédibilité du Cameroun auprès des institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Mais tout à l'heure, on parlait de paradoxe. C'est parce que c'est un Cameroun la mauvaise foi de ne pas reconnaître en Paul Biya, le père de la nation camerounaise, ce personnage, cette personnalité qui ne saurait être dissociée lorsqu'il faut prendre des décisions importantes. Mais Freddy, il faut comprendre quand on a faim, quand on n'a pas un travail, quand on ne s'intéresse pas à la diplomatie. Est-ce qu'on pensait que parfois ça peut arriver? Le problème, c'est qu'on ne pense pas pour le bien qui est donné par l'origine de l'enfant, à l'origine des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Il faut comprendre ici que, contrairement à ce que les gens pensent, que le président Paul Biya est reconnu, adoubé, célébré à travers le monde. Il est important que... Alors, son problème à lui, il célèbre le président. Il faut le comprendre. Ça, c'est pas un débat que l'impulsion est présidentielle et que certainement même
la diplomatie informelle qui va être faite, parce qu'il faut bien faire la différence. Philémon est un président de l'Assemblée générale de l'UN, il n'est pas là pour le Cameroun, il est là pour l'Afrique et le monde, d'abord. Maintenant, après, il y a des diplomaties informelles qui peuvent être faites où il peut attirer l'attention maintenant du monde entier sur des sujets sur lesquels le Cameroun peut être leader. Mais il faut quand même noter que le profil de l'homme, a beaucoup joué. Le profil de l'homme a beaucoup joué. Parce que sur la scène internationale, il est important d'être fréquentable et recommandable. C'est-à-dire, ce sont des critères qu'on regarde, et on regarde ton background, ton pédigré, et comment est-ce que sur les différents sujets globaux, tu t'es souvent positionné. Ça, c'est très important. Justement, le président de la 78e session, l'Assemblée générale, Denis Francis, qui est de Trinidad et Tobago, c'est un diplomate aussi. On avait l'impression que ce jour-là, il avait des détails précis sur le Premier ministre Philémon Yan, sur le Cameroun. Bien sûr. Parce qu'il parlait de ses qualités et puis son agenda qu'il présentait sur les problèmes de sécurité, de paix, de transition climatique. Il a parlé de tout cela. Donc, je pense que vous avez raison d'évoquer le profil. En 1990, nous étions la 8e économie d'Afrique. Et un peu plus tôt, dans les années 75, on devait être la 4e économie d'Afrique. Sur le plan économique, on a quand même quelques soucis. Et c'est normal donc maintenant que, ça pourrait justifier que certains Camerounais qui peut-être ont des difficultés à s'en sortir dans la vie, ont donc créé donc ce Cameroun bashing. Vous voyez un peu. Et ils sont peut-être aidés dans ce sens par quelques-uns de nos hauts responsables mal inspirés. Mais c'est vraiment quand même de relever quelque chose qui est peut-être passé très vite, que lorsqu'on a faim, on ne s'intéresse pas au sujet trop savant. Et là, moi, je pense que le Cameroun gagnerait à trouver comment intéresser son peuple à ce type de sujet. Et ça commence par quoi? Par résoudre certains problèmes d'ordre basique. Mais ça passe aussi par le lien qu'on fait entre ce type de victoire et la société camerounaise. Très bien. C'est très aérien. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la communication publique et stratégique qu'il y a tout autour. Ça, je ne sais pas si 80% de Camerounais lettrés et qui travaillent savent ce qui se passe au jeu à l'international, mesurent les enjeux. Je ne sais pas si ils mesurent même ce que ça peut être pour eux comme facilité, y compris la diaspora camerounaise aux États-Unis d'Amérique. Quand ces partenaires multilatéraux et bilatéraux viendront au Cameroun, que viendront-ils trouver? Donc il faudrait qu'on associe donc à cette victoire sur le plan diplomatique des faits concrets sur le terrain. Parce que lorsque les gens vont maintenant arriver au Cameroun, il faut qu'ils trouvent quand même des routes, il faut quand même qu'ils trouvent un environnement économique paisible, il faut qu'ils trouvent une fiscalité allégée. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce que se verra appeler le Cameroun bashing, c'est que... Pas moi, c'est Renaud qui en parlait. Hein, c'est moi. Le Cameroun bashing, c'est une sorte d'expression d'amour. C'est comme ça qu'on doit le traduire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre négativement. Les gens critiquent beaucoup parce qu'ils attendent mieux. Il y a une fois, si je me souviens bien, un discours du président où il disait « Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas au niveau des autres pays qui ont pratiquement le même potentiel que nous? Pourquoi nous n'y arrivons pas ?» Et c'est une question d'amour de dire que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, pour booster ceux-là qui sont à la décision, à donner plus d'eux-mêmes, à penser d'abord Cameroun avant de penser d'eux-mêmes. C'est-à-dire, comme on parlait tout à l'heure de l'armée. Si des gens sont conscients que nous devons mettre l'excellence dans ce corps, ils ne vont pas aller fabriquer des diplômes au quartier, parce qu'ils sauront que ceux que nous avons dans notre armée sont ceux qui méritent. Ceux que nous avons dans notre administration, ceux qui travaillent pour nous. Comme ça, donc, quand les gens se mettent à critiquer, on a l'impression qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Non, celui qui n'aime pas le Cameroun, il ferme sa bouche et il s'était. Celui qui aime le Cameroun dit ça ne marche pas ici, il faut que ça s'améliore. Ça ne marche pas là, il faut que ça s'améliore. Et après, on attend que les lignes bougent. Après, les autres traduisent ça en Cameroun bashing. C'est pas le Cameroun bashing, je vais même dire que c'est plutôt aux personnalités bashing. Ce n'est pas le Cameroun que nous n'aimons pas, c'est ceux qui gèrent le Cameroun que nous n'apprécions pas. Alors, mais concrètement, comment tirer avantage de cette haute fonction? Je pense que 12 mois, c'est pas assez suffisant. Nous allons commencer à ressentir les effets induits de cette élection, certainement après le mandat de notre compatriote. Certainement après son mandat. En ce sens que le Cameroun est sur le temps du monde, le Cameroun rayonne, le Cameroun brille, le Cameroun gouverne le monde. Et dans le monde entier, il n'y a pas un point où on ne parle pas du Cameroun. Dès lors que vous êtes élu président de l'Assemblée générale des Nations Unies, il n'y a pas encore le monde ne parle pas du Cameroun. C'est que le Cameroun, déjà, du point de vue du marketing, déjà est très connu.
Et les bailleurs de fonds, les investisseurs vont davantage s'intéresser au Cameroun. Ça reste très diplomatique et il faut comprendre le système de fonctionnement des institutions internationales. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais préféré même encore qu'on ait la direction générale de la Banque mondiale, s'il n'en tenait qu'à moi. Parce que c'est là-bas qu'il faut les fonds pour développer le Cameroun, par exemple. Donc, bon, c'est une victoire diplomatique. Le Cameroun sera à l'honneur. Il va falloir maintenant, par rapport à cette position-là, qu'il y ait des vraies politiques ici qui capitalisent la présence du Cameroun à la tête de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est-à-dire qu'étant là-bas, que Philémon Yang fasse rayonner le Cameroun dans tous ses aspects économiques, culturels, et avec tout ce que cela peut produire. Ben, si ce n'est que parce qu'on a la présidence de l'Assemblée générale, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'on ait le budget des États-Unis d'Amérique, par exemple. Le meilleur moyen même de capitaliser ça, ce serait également de rajeunir notre classe diplomatique. Vous savez qu'il y a des jeunes très percutants qui sortent de l'IRIC chaque année en filière diplomatie. Ils sont très nombreux au MINREX et je crois qu'on devrait, puisque nous sommes arrivés au sommet, c'est-à-dire cette position est une position de consécration de notre diplomatie. Maintenant, il faut penser à la postérité. Je ne vous coupe pas, mais je voudrais simplement vous signaler que le Premier ministre Philémon, à ce que moi j'ai vu, l'équipe de la mission permanente du Cameroun auprès de l'ONU à New York, elle est essentiellement jeune, autour de l'ambassadeur Monté. Et je crois que tous ces gens-là vont, parce que le ministre des Relations extérieures le demandait justement, il faut entourer le président, il faut l'accompagner. Bien sûr. On a bénéficié des soutiens au niveau de l'élection, il faudrait que ce soutien soit également là pendant l'action qu'il va porter. Mais c'est une très bonne nouvelle que vous nous annoncez. Donc ce n'est que ce que l'on demande, c'est-à-dire que profitez donc que ces jeunes aillent apprendre. Ouais, auprès des anciens, parce que c'est eux qui demain devront porter haut cette diplomatie. Donc vraiment, c'est une victoire et la diplomatie camerounaise doit s'en inspirer pour la postérité. Il faut rappeler que le chef de la délégation du Cameroun, c'était bien le ministre des Relations extérieures, le candidat du Cameroun qui est élu pour un mandat d'1 an, mais pour être un véritable acteur dans le jeu politique internationale, dans les grandes décisions qui engagent l'avenir du monde. On va regarder donc le ministre des Relations extérieures qui nous a parlé. Nous savons que dans le contexte actuel, comme vous l'avez dit, parmi les priorités, il y a d'abord de voir comment essayer de restaurer la situation du multilatéralisme qui est en crise. Il y a des problèmes de conflit pour la paix et la sécurité internationale qui sont ébranlés à cause de ces conflits en Europe, en Asie, en Afrique et dans d'autres contrées du monde. Donc là aussi, nous savons que nous avons toujours été un pays engagé pour la recherche de la paix. Le chef de l'État lui-même, à la tribune des Nations Unies, avait déclaré qu'il est un mendiant et apôtre de la paix. Donc le Premier ministre Yang qui arrive va travailler dans ce sens-là avec les Nations Unies, avec le secrétaire général et toute la machine onusienne pour faire progresser la paix et faire que cette paix puisse favoriser les relations pacifiques, les relations de développement entre les États. Nous amorçons la dernière partie de l'émission et ce qui nous intéresse, c'est le football, le sport. On a vu les Lions indomptables sur les stades à Yaoundé et à Luanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joue en 2026. On a vu la prestation des coéquipiers à Vincent Aboubakar. Je crois que chacun ici, dans le contexte que nous connaissons, a à dire sur le fond du jeu, sur la prestation des Lions. Lionel. Au-delà de tout ce qu'il y a comme tumulte politique autour, c'est plaisant. C'était plaisant à les voir jouer. On a fait un match nul dernièrement, mais c'était du beau football. On a quand même senti qu'il y avait une tentative d'imprimer une marque de jeu. J'ai été amateur de foot comme la plupart des enfants au Cameroun. C'est-à-dire que j'avais rarement vu ces dernières années le Cameroun procéder à des phases de jeu très claires, c'est-à-dire des sorties des balles étaient réussies, la maîtrise au milieu de terrain et on avait des actions qui arrivaient dans le cadre adverse. Donc ça veut dire qu'on sent qu'il y a une colonne vertébrale, on sent qu'il y a une volonté vraiment de mettre en place un groupe
qui se consolide et qui essaie d'aller conquérir des trophées. Donc, on est optimiste, mais moi je pense que pour que ça reste et pour que ça perdure, il ne faut pas que la politique s'invite sur le tapis vert. Pour revenir sur le fond de jeu, je crois que contre l'Angola, les Lions auraient pu faire mieux. Parce qu'on a vu en premier mi-temps une équipe angolaise qui était suffisamment diminuée, point de vue tactique. Les Lions arrivaient à aligner le ballon pendant 5 à 10 minutes. Ce qui n'était pas fait par le passé. Lorsqu'on regardait les matchs de la Coupe du Monde, les récentes Cannes, on a pu aligner 5, 6, 7, 8, 10 passes. C'est-à-dire 11 joueurs parvenaient à toucher au ballon sans que l'adversaire ne puisse récupérer cette balle. Alors ça me fait poser la question sur l'encadrement technique. Ça veut dire que Marc Brice et son équipe, il fait quand même un travail qui promet, qui donne espoir. Georges Parfait. Je vais juste rester sur cet aspect de jeu de chaise musicale, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment encore donner ce qu'on a vu sur ces 2 derniers matchs, la grosse victoire, la grosse satisfaction à Marc Brice. Moi, je me dis qu'il doit encore faire ses preuves. Mais lorsqu'on sort de la déception de la CAN 2022 et de la débâcle de Côte d'Ivoire très récemment, là, et qu'on voit cette équipe-là... De la Coupe du Monde. Je vais laisser la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, c'est un autre niveau quand même. Et puis, on a eu la satisfaction du dernier match face au Brésil. Ça fait qu'on a presque oublié qu'on n'était même pas admis au 2e tour. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Mais on attendait plus à la CAN ivoirienne. Et finalement, on a vu une équipe pas battante du tout, amorphe. Et qu'après tout ça, quelques mois après, on revoit les mêmes Lions pratiquement, à l'exception du jeune Baleba qui a apporté le numéro 17 de Marc-Vivien Foué de regretter mémoire. On est satisfait d'avoir vu les Lions sur ces 2 matchs-là sortir cette envie d'aller vers l'avant, cette envie de donner satisfaction au peuple camerounais, cette envie eux-mêmes d'aller à cette Coupe du Monde 2026 qui s'annonce. On ne peut que être satisfait et demander que cela continue. Pour la marque Marc Brice, moi j'attends encore de voir parce que là j'ai l'impression que les gars avaient vraiment envie. Peut-être ils ont suivi un nouveau discours, mais je ne crois pas que fondamentalement que ça ait changé quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été critiqués après la CAN qui dernièrement se sont réveillés. On a eu l'impression qu'ils se sont remis en question, se sont remis en cause et ont décidé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Si je peux citer quelques noms, on a vu un Zambouangui, ça a complètement changé. Peut-être libéré aussi d'une certaine pression parce que maintenant, il avait quelqu'un qui jouait un bon relais, le jeune Baleba qui prenait des ballons en défense, qui lui transmettait, ça lui permettait de développer un peu plus de jeu. Ça, c'est le coach qui voit que Zambouangui, ça n'est pas un milieu relayeur box-to-box. J'attends la confirmation du coach. Il a besoin d'un box-to-box. Que je n'ai pas vu un élément nouveau. En dehors du petit Baleba qui a une satisfaction générale sur les 2 rencontres, je dis j'attends encore de voir vraiment la marque du coach à lui-même parce que moi je ne peux pas encore lui attribuer cette équipe. Non, on ne peut peut-être pas... Je ne peux pas lui attribuer cette équipe parce que cette équipe-là, c'est la révolte a sonné chez les joueurs eux-mêmes. Arriver dans le contexte où ils sont arrivés, décider de faire ablation de tout le reste et de ne jouer qu'au ballon. Parfait, il est quand même important de relever que le coaching, c'est pas seulement une affaire de tactique sur le papier. Je sais. C'est que... Et je ne suis pas sûr qu'il a fait le travail psychologique qu'il fallait pour que les Lions soient à ce niveau-là. Non, ça c'est un jugement. Mais je vais dire que avant les joueurs, il fallait que le coach, dans tout ce tintamarre-là, réussisse à s'imposer devant les joueurs et que ces joueurs l'écoutent. Parce que tu ne vas pas arriver devant des joueurs si tu ne réussis pas à gérer cette pression et à leur donner le discours. Il faut bien un homme qui délivre le discours. Et cet homme, c'est Marc Brice. Je ne dis pas que les joueurs n'y sont pour rien, mais je dis, dans cette victoire, dans ce nul, dans ce jeu qu'on ne sait plus avoir, il y a quand même quelque part un homme qui a pensé mettre Baleba derrière à Zambouangui. Moi, j'ai quand même eu la chance d'être au stade pendant le match. Pas la chance, vous devriez être au stade. Pendant le match Cameroun-Cap-Vert. Et je dois dire, vraiment mention spéciale aux Lions indomptables parce que dans un contexte extrêmement difficile, on a quand même vu que lorsque le Lion est blessé, il sait sortir les griffes. J'ai dit les Lions auraient pu battre ces 2 équipes sans Marc Brice. Attendons voir notre coach pour avoir un peu pratiqué le foot. Au-delà des consignes du coach, les joueurs, lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain, s'adaptent. Donc à un moment, vous pouvez créer des relais entre vous.
Tant que ça marche, c'est bon. Après, le mérite revient aussi au coach de la phrase, je crois que mais au départ, le coach met une tactique en place. C'est le fighting spirit des lions indomptables qui a prédominé. Pour tous ceux qui ont joué au football savent qu'on ne peut pas s'adapter en déconstruisant le système qui était mis en place par le coach. On paye le match. Quel système? Là, mais qu'est-ce qui est en place? Voilà. Ces jeux ne sont pas nouveaux. Oui, vous les connaissez tous. Non, il y avait un système de jeu. Le sujet Toi sur le aussi. sport soulève toujours des passions. Je vais permettre qu'on continue cette discussion hors de ce studio. Merci et bonne suite des programmes sur la CRTV.